te rappelles les pingouins de Madagascar? Il y a des pingouins à Madagascar? Ouais, dans le fond, c'est vrai que c'était pas très judicieux comme titre. Non, les pingouins du film Madagascar. Film qui... Avant d'entrer là-dedans, il y a une précision urgente à faire, sinon on va se faire sauter dessus. Laquelle? À propos des pingouins. Ah oui. Bon, on va le dire une bonne fois. Les pingouins dont il est question sont en fait des manchots, originaires d'Antarctique. Les versions françaises traduisent souvent le terme anglais penguin, qui veut dire manchot, par pingouin, pour des raisons évidentes de proximité phonétique. C'est le cas dans Batman par exemple, dans la famille de la jungle, et donc dans la franchise Madagascar. On va continuer de les appeler les pingouins parce que c'est ce que fait la VF et que In-Universe c'est le nom de leur équipe de manchots, mais retenez donc qu'il s'agit d'une erreur et que ce sont en réalité des manchots. Les traducteurs ont l'air conscients que c'est des manchots, vu qu'on les qualifie de manchots de temps en temps dans la série. Ah, c'est là que vous vous cachiez, les petits manchots. Oui, cette ambiguïté n'est pas nouvelle. Dans les 3 Caballeros, il y a une blague basée là-dessus. Car si j'ose dire, ce pingouin n'était pas manchot. Je pense qu'en fait on choisit délibérément de le traduire comme ça pour des raisons phonétiques, disais-je, et parce que c'est un animal mignon et rigolo, donc il lui faut un nom mignon et rigolo comme pingouin plutôt qu'un nom plus neutre comme manchot. La traduction phonétique ne concerne pas que les pingouins d'ailleurs. Il y a dans la série un macareux qui est qualifié de puffin. Cela dit, c'est pas juste une question de traduction. Par exemple, le film Essaye-moi, qui est un film français... Vive les pingouins! Tu fais exprès, on a dit que c'était des manchots. Gloire aux pingouins! Le film Essaye-moi met en scène un manchot que tous les personnages qualifient de pingouin et qui est malheureusement à l'origine des meilleurs gags du film, ce qui fait qu'on retient le terme. Même si c'est pas forcément le but. Longue vie aux pingouins! Accessoirement, ce film est à l'origine de la passion de Pesmé pour les... manchots. Et du coup, à l'origine de notre découverte de la série Les Pingouins de Madagascar, donc à l'origine de notre visionnage du film Madagascar, sur lequel il serait bon de revenir, et dont je croyais d'ailleurs que tu voulais parler. Oui, je voulais parler du film Madagascar dont cette série est dérivée, des films Madagascar et plus généralement de la franchise autour, qui est quand même assez spéciale. Il y a donc 3 films Madagascar qui forment une trilogie étrangement cohésive quand on la considère rétrospectivement, plus un film dérivé, plus 2 séries dérivées, plus une série préquelle où les héros des films sont des bébés. Ça compte pas! C'est une franchise humoristique, comme le sont souvent les films DreamWorks, dont les opus sont de qualité très hétérogène et de style très disparate, mais avec tout de même une base comique commune, mêlant références culturelles et parodies, gags absurdes, répliques et situations satiriques, personnages loufoques, romances interespèces et cannibalisme. Le fait qu'une franchise aussi tentaculaire ait pu voir le jour est assez ahurissant compte tenu de la médiocrité du premier film. Son accueil critique a d'ailleurs été assez mitigé, et nous allons n'en dire que quelques mots. Nous suivons 4 animaux du zoo de Central Park à New York. Un lion, un zèbre, un hippopotame et une girafe. Le lion, notre personnage principal, est la star du zoo et est très heureux en captivité. Mais le zèbre, son meilleur ami, aspire à la vie sauvage. Lorsqu'une nuit, il s'échappe de son enclos et que les 3 autres cherchent à le rattraper pour le persuader de revenir au zoo, une série d'événements conduit à ce que les animaux soient expédiés par erreur sur l'île de Madagascar, enfin une version de Madagascar qui semble dépourvue d'humains, on y reviendra, où se pose le vrai problème du film. Loin du zoo, le lion n'est plus nourri par des humains. Il va donc devoir chasser. Et progressivement, la faim va le rendre fou et le pousser à se retourner contre ses amis. Oui, c'est aussi glauque que ça en a l'air, l'enrobage humoristique n'y change rien. C'est le point faible des fictions impliquant des animaux dont des carnivores capables de communiquer entre eux et censés vivre en harmonie. La plupart passent pudiquement le problème sous silence en n'en parlant qu'abstraitement, d'autres traitent la question sérieusement avec plus ou moins de gravité. Madagascar aborde le sujet de façon très crue et assez insensible. À titre personnel, ça me pose un vrai problème, car ça renvoie à l'idée de cannibalisme qui me met très mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, ça se résout avec des sushis, et la question ne sera plus abordée dans le 2 et dans le 3. D'ailleurs, le premier film se termine très abruptement sur un gag, tendance que reprendra la série Les Pingouins de Madagascar. Gag que le 2 choisit de prendre au pied de la lettre et de traiter comme un cliffhanger qu'il résout dans ses premières minutes. Madagascar 2 est une histoire beaucoup plus classique de retour aux origines, de trouver sa place auprès des siens et de se faire accepter tel que l'on est. Nos héros quittent Madagascar pour atterrir dans la savane africaine où Alex le lion retrouve ses parents et où ses copains s'intègrent à des troupeaux de leurs espèces respectives. Ce film plus classique est mieux maîtrisé. Moi, je l'ai trouvé assez nul lui aussi. Il cherche à être un peu émouvant et je trouve qu'il y réussit. À être un peu émouvant. Et les gags fonctionnent à peu près. À la fin du film, on a le sentiment que les personnages se sentent bien dans leur nouvel environnement. C'est une fin fermée. Mais le début du 3 redconne ça, ignore complètement le fait qu'Alex a retrouvé sa famille biologique dans cette savane, et considère que les héros ont toujours pour projet de retourner dans leur zoo comme c'était leur intention à la fin du 1. On pardonnera cette faute parce que les 2 premiers films ne sont pas terribles, donc que ça vaut pas le coup de pleurer sur le sort de la fin du 2. Et parce que ce 3e film est tellement délirant qu'il gagne à être connu. Pour rentrer à New York, nos 4 compères vont rejoindre un cirque itinérant tenu par des animaux et les aider à monter un nouveau spectacle, tout en étant poursuivis par une agente monégasque de contrôle des animaux complètement folle et surnaturellement persévérante et... Comment dire ça? Disons que le film est un véritable feu d'artifice. Ça part dans tous les sens et c'est complètement délirant, ce qui contraste énormément avec le 2e film notamment, mais d'une bonne manière, ça donne la pêche et c'est très fun à regarder. Surtout, ça donne réellement le sentiment de conclure une trilogie.
C'est un tour de force compte tenu des retcons et des styles très différents de ces 3 films, mais le retour des animaux dans leur zoo au dernier acte donne un sens à leur parcours dans les précédents films. Arrivés en pleine nature, ils ont regretté le confort de leur zoo, mais maintenant qu'ils ont découvert les grands espaces, leurs anciens enclos leur paraissent trop exigus. Donc pour concilier leurs besoins de liberté et leur habitude du monde des humains et de son confort, ils rejoignent le cirque définitivement pour le gérer eux-mêmes entre animaux. Et les méchants sont expédiés à Madagascar. C'est loin d'être révolutionnaire, mais c'est un bon moyen de boucler la boucle. Un autre point positif est que ces films ne sont vraiment, mais alors vraiment pas redondants les uns avec les autres. Les films Toy Story par exemple gravitent toujours un peu autour des mêmes thèmes sur la relation entre les enfants et les jouets, et donc sont assez similaires. Ils tirent d'ailleurs leur force de cette constance. Ils en tirent aussi leur côté déprimant, mais ça c'est une autre histoire. Mais les films Madagascar, eux qui n'ont jamais le même genre de prétention thématique que les Toy Story, s'autorisent à être 3 films qui n'ont vraiment rien à voir entre eux, si ce n'est, comme on l'a dit, de former une vraie trilogie quand on les met bout à bout. Avec, fait rare, des suites meilleures que l'original. Je dirais même que seul le 3 vaut le coup personnellement. Dans tous les cas, cette disparité entre les films a quelque chose de charmant. Reste que les personnages principaux ont des personnalités assez quelconques et des motivations assez faibles. Cet état de fait n'a pas échappé aux créateurs ni au public, car les films font la part belle à 2 groupes de personnages secondaires sur lesquels les spin-offs sont centrés. Les pingouins, c'est-à-dire les manchots, et le roi Julian et sa cour de lémuriens. Le gag autour des pingouins, c'est que c'est un commando. Ils sont super entraînés, super organisés, ils se prennent très au sérieux, et leur commandant s'exprime dans un style très militaire. C'est un gag tout simple mais efficace car le contraste entre l'apparence inoffensive des 4 manchots et leur incroyable agilité est percutant. Et le fait que ce soit des animaux noirs et blancs crédibilise les faits, sous leur apparence mignonne, ce sont de véritables agents secrets. C'est un peu l'équivalent animaux du bébé extraordinairement badass si vous voulez. Dans les films, ils agissent avant de réfléchir donc ils n'obtiennent pas que des bons résultats, mais ils sont bourrés de ressources et capables de s'adapter avec sang-froid à toutes les situations. On pourrait croire en les voyant apparaître à l'écran au début du film qu'ils vont juste être un gag d'arrière-plan, voire n'apparaître que dans 1 ou 2 scènes, mais pas du tout. Déjà, ce sont eux qui inspirent aux zèbres de s'échapper du zoo. Ce sont eux les responsables de la série de catastrophes qui conduisent à ce que les héros se retrouvent à Madagascar, et ce sont eux qui arrivent à la fin pour sauver la situation et préparer des sushis pour le lion. Cette tendance se poursuivra dans les 2 films suivants. Le roi Julian est le roi de la tribu de lémuriens sur laquelle nos héros tombent quand ils arrivent à Madagascar. Il ne pense qu'à être le roi, à danser et à chanter, le film n'en explique pas vraiment la raison, et il est complètement fantoche. Mais il serait faux de dire qu'il est idiot. La présence d'Alex le lion sur l'île l'intéresse parce qu'il pense que le fait qu'il soit là protégera sa tribu de lémuriens des foussards, leurs prédateurs. Dans le 2, il décide d'accompagner les héros à New York pour des raisons pas très claires. Pour y passer ses vacances et pour s'imposer comme roi de New York ou un truc comme ça. Il est suivi par son conseiller, Maurice, qui lui prodigue la parole raisonnable et lui sert de souffre-douleur, et par Morty... On verra Morty plus tard. Dans le 2, les lémuriens servent à une intrigue secondaire. Et dans le 3, ils ne sont pas grand chose de plus qu'un gag d'arrière-plan. Les pingouins sont de loin le meilleur gag du film. Rien d'étonnant à ce qu'on leur ait consacré une série et un film. Mais il y a quelque chose d'atypique dont il faut parler. Il n'est pas rare que les séries dérivées de films soient la suite du film sans lettres. C'est le cas de Men in Black et de Real Ghostbusters par exemple. Les Pingouins de Madagascar, la série, sortie la même année que Madagascar 2, ne peut pas être la suite de Madagascar, puisque la suite de Madagascar, c'est Madagascar 2 et Madagascar 3 où les pingouins ne rentrent pas au zoo. Or, dans la série, non seulement les pingouins sont rentrés au zoo, non seulement les 4 héros des films ne s'y trouvent pas, mais en plus, les lémuriens, le roi Julian, Maurice et Morty, ont rejoint le zoo et y ont un enclos. En d'autres termes, la série se passe dans sa propre continuité, séparée de celle des films. Et le film Les Pingouins de Madagascar, lui, se passe dans la continuité des films Madagascar et pas dans celle de la série Les Pingouins de Madagascar, puisqu'on commence dans le cirque que les héros des films ont rejoint dans le 3, et que la série crée autour des pingouins un univers incompatible avec le flashback du début du film Les Pingouins de Madagascar. Vous suivez? Donc, il y a la continuité des films qui inclut le film sur les pingouins, et la continuité de la série sur les pingouins qui sont séparés. Et ensuite, il y a la série Little Wild, où les héros des films sont bébés et où... Ça compte pas! Bon d'accord. Et ensuite, il y a la série sur le roi Julian. Là où la série sur les pingouins, dont nous allons parler en détail, est une série humoristique relativement simple, j'insiste sur le relativement, à épisode de 10 minutes pour la télé, celle sur le roi Julian est une série Netflix, sensiblement plus audacieuse et subversive, à épisode de 20 minutes avec de vraies aventures à suspense et des arcs narratifs compliqués. La série sur les pingouins a certes des éléments récurrents, sur lesquels on reviendra, qu'elle gère avec rigueur, mais c'est rien en comparaison de ce que fait la série sur le roi Julian. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le roi Julian est un terreau moins fertile que les pingouins. Le gag sur les pingouins marche en lui-même. La personnalité loufoque et fantoche de Julian fonctionne très bien quand elle est confrontée à l'attitude sérieuse des pingouins ou d'autres personnages, en plus de Maurice. Maurice seul ne suffit pas. Mais on avait du mal à imaginer qu'elle puisse porter une série à elle toute seule.
Et pourtant, la série sur le roi Julian marche. Mais elle marche en réinterprétant le personnage pour le rendre plus positif qu'il ne l'est dans les films et dans la série des Pingouins. Chronologiquement, elle a lieu avant les films et avant la série des Pingouins. Elle se termine par l'arrivée d'Alex le lion sur l'île, donc se présente plutôt comme une préquelle des films. Mais le personnage de Julian est vraiment trop différent de ce qu'il est dans les autres opus de la franchise pour être en continuité partagée avec eux. Il connaît trop ou apprend trop à connaître le monde qui l'entoure et ses propres limites pour être le crétin autosatisfait et insouciant qu'il est au début des Pingouins de Madagascar, et il vit des aventures trop épiques pour que sa naïveté dans les films soit crédible. Entre autres choses, ça nous fait dire que cette série se passe dans une troisième continuité. Sans compter qu'elle introduit un concept de multivers, bien qu'elle ne s'en serve pas pour expliquer le rapport qu'entretiennent les différents opus de la franchise entre eux. Peu importe. Tu as dit, il faut rendre à César ce qui est à César, comme s'il allait y avoir un bémol au compliment que tu as adressé à la série du roi Julian. Oui, car toute sophistiquée, audacieuse et subversive que soit la série du roi Julian, celle des Pingouins est tout de même meilleure. Et c'est pour en prolonger l'expérience qu'on reste devant celle du roi Julian. Les épisodes du roi Julian, qui sont longs, 20 minutes comme on l'a dit, sont plus inégaux que ceux des Pingouins. Les saisons, il y en a 5, sont plus inégales. La continuité est soignée mais souffre quelques incohérences que la série s'autorise dans le but d'introduire certaines intrigues suivies. Dans l'ensemble, le concept des Pingouins en tant que personnage, le commando d'animaux mignons badass, et en tant que série, épisode court de 10 minutes à vocation quasi purement humoristique, est meilleur. Nous suivons donc 4 pingouins qui vivent dans le zoo de Central Park. Le commandant, skipper en VO, qui commande le groupe. Kowalski, le cerveau de la bande, qui au bout d'un moment invente carrément des machines de science-fiction dans la base secrète des pingouins sous leur enclos. Rico, la brute qui ne parle qu'en grognement à peine intelligible et peut vomir n'importe quoi sur commande, c'est un gag des films que la série extrapole au maximum. Et le petit gars, private en VO, soldat dans la VF du film, le novice un peu plus gentil que les autres. Ils sont gentils tous les 4, plus ou moins. Le concept de départ, ça a tendance à dériver selon les épisodes, mais c'est quand même l'idée de base, c'est que les pingouins veillent à ce que tout se passe bien dans le zoo. Ils viennent en aide aux animaux qui ont un problème, avec leur méthode et leur brutalité militaire, mais avec leur efficacité de commando d'élite et dans le but sincère de trouver des solutions, et même occasionnellement aux humains, surtout aux enfants qui sont menacés par un animal violent ou qui ont perdu quelque chose dans le zoo. En parallèle, ils font leurs propres exercices militaires dans leur coin, mènent des expériences dangereuses et des expéditions hors du zoo pour des raisons diverses et variées, doivent veiller à ce que leurs activités secrètes ne soient pas découvertes par les humains, notamment par Alice, la gardienne du zoo, et surtout gérer les provocations, les caprices et les lubies de Julian, le roi des Lémuriens qui se prend également pour le roi du zoo, voire de New York, se croit l'élu des esprits du ciel et à ce titre investi du droit de faire ce que bon lui semble et cause un certain nombre de problèmes ou contribue à les aggraver. Avec tout ça, la série fait des épisodes de 10 minutes bourrés de gags, mettant en valeur la personnalité haute en couleur des 4 pingouins et de leur entourage. Les films Madagascar ayant déjà introduit le gimmick des personnages principaux, des Lémuriens et d'autres personnages sur lesquels nous reviendrons après, l'enjeu pour la série Les Pingouins de Madagascar a été de créer un cadre, un univers autour des pingouins, pour rendre les situations présentées dans les épisodes plaisantes. Une des premières choses qui ont été faites dans ce sens est l'introduction du personnage de Marlène. C'est une loutre avec une patte blanche, détail graphique qui ne sera pas vraiment utilisé de manière significative, mais qui frappe à partir du moment où on le remarque pour la première fois. Son concept, c'est qu'elle est normale. Normale dans le contexte de cette série, ça veut dire qu'elle est habituée à la vie en captivité. Elle a vécu dans d'autres zoos, donc elle se fait pas des films comme les autres personnages sur le pourquoi du comment de ce que font les humains ce jour-là. Ça veut aussi dire que c'est elle qui, tout en ayant pour les pingouins une sympathie que les autres animaux du zoo n'ont généralement pas, trouvera leur méthode excessive et leur en fera la remarque dans le cadre de dialogues comiques qui font mouche. Non, impossible. Faut frapper avant d'entrer. Rico? De la dynamite, c'est pas un peu disproportionné? Non, 2 bâtons de dynamite, ça serait disproportionné. Ça va juste aider le fantôme à comprendre qu'on n'est pas des rigolos. Marlène sert plus ou moins de point d'entrée dans la série pour le spectateur. Comme tu l'as dit, elle a de la sympathie pour les pingouins, ce qui indique au spectateur qu'il est censé en avoir aussi. D'ailleurs, initialement, c'est souvent elle qui a le problème du jour que les pingouins vont résoudre, ou elle qui fait appel à eux pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre, montrant ainsi que la fonction des pingouins est de venir au secours des animaux du zoo quand ils ont des ennuis. Elle est également là pour confirmer au spectateur qu'on n'est pas censé prendre Julian au sérieux quand il prétend être le roi du zoo, vu que les autres animaux sont plutôt apathiques vis-à-vis de ça. Au fil des épisodes, les scénarios se diversifiant, les personnages secondaires se multipliant, et les intrigues étant de moins en moins souvent centrées sur un problème du jour à résoudre et de plus en plus sur des catastrophes provoquées par les inventions de Kowalski, Marlène sera moins souvent utilisée. On conservera d'elle le fait que c'est une femelle, donc elle sera utilisée dans les épisodes nécessitant un point de vue féminin. Oui, on va dire ça comme ça vaut mieux. Et dans les épisodes impliquant d'avoir un personnage féminin romançable. Rappelons que la romance interespèce est un pilier de la franchise Madagascar. Ce qui restera de Marlène jusqu'à la fin de la série est le fait que, vu qu'elle a été élevée en captivité, son instinct reprend le dessus dès qu'elle sort du zoo et elle se transforme en monstre incontrôlable.
Ce problème sera résolu à la fin de la série, contre toute attente. Oui, à l'instar de la série sur le roi Julian, les auteurs ont pu anticiper l'approche de la fin de la série et ont eu la possibilité d'apporter un dénouement, ou quelque chose d'approchant, aux différentes... J'ose pas les appeler sous-intrigues. Pourquoi? Parce que ce sont pas vraiment des histoires, elles sont pas vraiment suivies. Ce sont plutôt des éléments récurrents, des choses dont on nous parle de temps à autre avec un ton de connivence vu qu'on y a déjà fait allusion précédemment, mais sans promettre une progression. C'est surtout, à vrai dire, des running gags. Et j'ai d'autant plus de mal à les qualifier de sous-intrigues que, par contre, ce qu'il y a dans la série du roi Julian, ce sont réellement à 100% des sous-intrigues suivies avec éléments perturbateurs, péripéties et dénouements. N'empêche, ces éléments récurrents des pingouins, même s'ils ont surtout une vocation comique, deviendraient frustrants si on les laissait indéfiniment en suspens. Je donne un exemple. Dans un épisode, nos 4 héros croisent le chemin d'un vieux super agent, une célébrité parmi les pingouins. Oui, c'est une particularité de la série qui la distingue des films. Dans les pingouins de Madagascar, on a l'impression que tous les pingouins sont des commandos super entraînés ou des super agents secrets, alors que dans le film Les Pingouins de Madagascar, ce n'est clairement pas le cas. Or donc, le vieil agent a pourchassé toute sa vie durant l'écureuil rouge, un terroriste international. C'est une parodie des clichés d'intrigues d'espionnage de la guerre froide. On se rend compte dans l'épisode que cette vie de traque a rendu le vieux pingouin complètement paranoïaque et qu'il est guidé par des mirages et des illusions. Mais le gag de fin d'épisode, c'est que l'écureuil rouge existe bel et bien, même si le vétéran a réellement succombé à la paranoïa. Donc l'écureuil rouge est juste un gag. Mais la série le réutilise 2 ou 3 fois comme méchant récurrent, donc on se dit que ce serait frustrant que l'intrigue du vieil agent en reste là où elle s'est terminée dans son épisode d'introduction, et donc on propose quand même une sorte de conclusion à cette intrigue vers la fin de la série. L'écureuil rouge est capturé par le vieux super agent, même s'il serait enfui après. Une part considérable des éléments récurrents de la série sont traités de cette manière. La création de la série a été motivée par le gimmick des 4 pingouins, donc leur univers rayonne à partir d'eux et c'est en parlant d'eux qu'on pourra rendre justice à la série. D'abord, il s'agit d'un groupe, pas juste d'une juxtaposition de 4 personnalités hautes en couleur. Depuis des années, nous évoquons une méthode standard pour obtenir cet effet, à avoir dans l'équipe un Jack William Dalton, un personnage plus indéfini que les autres, qui sert de ciment pour que l'entité groupe ait une réalité aux yeux du spectateur. Si on veut identifier un Jack William Dalton au sein du groupe des pingouins, c'est plus ou moins Rico qui tient ce rôle. Mais il y a plusieurs épisodes centrés sur lui, et même si son concept est très simple, nous y reviendrons, il n'est pas aussi générique qu'un Sir Galâtre par exemple. Les 4 pingouins ont une personnalité bien définie. Il y a le chef, l'intelligent, le jeune et le fou. Donc ce n'est pas grâce à la légère Jack Williamitude de Rico que la série parvient à faire du groupe des pingouins un groupe. D'abord, il y a une sorte de roulement. Il y a des épisodes centrés sur Rico, des épisodes centrés sur le petit gars, des épisodes centrés sur Kowalski, et des épisodes où le commandant est encore plus à l'honneur qu'il l'est en temps normal. A Little Wild reprendra un peu le même principe d'ailleurs. Ça compte pas! Oui, ok. Ce roulement permet au personnage de se refiler le rôle de Jack William Dalton au gré des épisodes. Mais ce n'est pas l'aspect principal. L'aspect principal, c'est le fait que les 4 pingouins ont un tronc commun de compétences uniformisées. D'abord, ils portent un uniforme, c'est leur plumage. Ensuite, c'est un commando d'élite. Plus les épisodes passent, plus on essaye de mettre l'accent sur des différences de compétences entre eux, notamment sur l'inexpérience du petit gars, mais au début de la série, ils savent tous les 4 faire les mêmes choses, militairement parlant. Ils sautent sur les murs, ils se font la courte échelle, ils glissent sur leur ventre et ils assomment les humains en leur flanquant un coup d'aile dans la nuque. Ça ne fonctionne pas sur Alice, la gardienne du zoo, mais ça fonctionne sur pratiquement tout le monde sinon. Ça vient du film. À noter que les pingouins sont du coup assez fréquemment confrontés à des humains. Difficile de faire autrement quand on vit dans un zoo en plein New York. C'est notable dans la mesure où la série du roi Julian, elle, ne montre jamais d'humains, sauf une fois où ils sont en scaphandre. C'est donc une approche radicalement différente de la place des personnages dans un monde dominé par les humains, et ça implique de prendre un parti sur la capacité des animaux à comprendre les humains. Ce parti est plus ou moins celui des films. Les humains ne comprennent pas les animaux quand ils parlent, mais les animaux comprennent les humains, et peuvent leur parler grâce à un synthétiseur vocal. En revanche, les animaux ne savent pas lire. C'est une sorte de contresens que la série fait par rapport au film. Un gag de Madagascar est que les pingouins prennent le contrôle du bateau censé transporter les animaux en Afrique, mais peinent à le diriger car ils ne savent pas lire, même Kowalski qui est le savant du groupe. Ils ont avec eux 2 chimpanzés que la série réutilise, un distingué, Mason, qui parle d'un temps précieux mais qui ne sait pas lire, et un rustre, Phil, qui est muet mais qui sait lire. En fait, les films sous-entendent que ne pas savoir lire est plutôt rare pour les animaux et que c'est une particularité des pingouins. Dans la série du roi Julian, tous les animaux savent lire. Mais dans la série des pingouins, qui reprend les 2 chimpanzés, Phil est le seul animal qui sache lire. C'est ambigu et incohérent selon les épisodes. Déjà, on se demande comment ils font pour utiliser leur synthétiseur vocal sans savoir lire et quand Phil est absent. Et il y a aussi bien des épisodes où les pingouins disent explicitement qu'ils ne savent pas lire que des épisodes où ils savent explicitement lire et écrire. On a passé beaucoup trop de temps sur cette histoire de lecture. Si on parlait de Rico. Bah Rico, non seulement il sait pas lire, mais il sait pas parler. Comme on a dit, c'est le fou. Il aime faire exploser des trucs et foncer dans le tas. Le gag, c'est que c'est un cliché de soldat, une brute décérébrée qui aime quand ça pète et qui s'est déjà livré au cours de sa longue carrière militaire aux pires atrocités. Est-ce que l'un de vous a déjà mangé du pingouin? Et donc il ne parle pas beaucoup.
Il grogne, il marmonne de courtes phrases à peine intelligibles. En fait, sa façon de parler ressemble un peu à celle des Slick dans l'Odyssée d'Abe. Plus la série avance, plus ces borborigmes se changent en vraies répliques articulées, mais ça reste généralement des phrases averbales et des monosyllabes. La VF n'a pas toujours su quoi faire des lignes de dialogue de Rico. Dans certains épisodes, elles ne sont pas traduites tellement elles n'ont aucune importance. Dans d'autres, elles le sont. Vers la fin de la série, où comme on a dit, les phrases de Rico sont de plus en plus construites, elles sont de plus en plus traduites. Le principal gimmick de Rico, cela dit, ce n'est pas sa façon de parler, c'est le fait qu'il peut vomir n'importe quoi sur commande et fournir par ce biais le matériel nécessaire à la mission du jour, même s'il a une préférence personnelle pour les explosifs. Ses ressources ne sont pas infinies, et il ne peut vomir que quelque chose qu'il a précédemment ingéré. Mais ça couvre un panel assez varié. Comme dit précédemment, cette histoire de vomir des objets vient du film. Mais dans le film, il vomit simplement un trombone pour crocheter un cadenas. La série a beaucoup extrapolé sur ce gag. Elle a également repris du film le talent de Rico pour la préparation des sushis. À part ça, Rico a une copine. C'est une poupée Barbie. C'est suffisamment important pour faire l'objet de plusieurs épisodes, c'est aussi dérangeant que ça en a l'air, et c'est étrangement scabreux pour une série destinée à la jeunesse. C'est rien du tout comparé à ce que s'autorise la série du roi Julian. Soit, je pense qu'on en a suffisamment dit sur Rico. Passons au petit gars. L'évolution du personnage du petit gars est typique de ce que font énormément de séries avec leurs personnages quand elles durent longtemps. Au départ, le petit gars est simplement la nouvelle recrue avec une voix fluette, qui sait en gros faire la même chose que les autres pingouins, mais moins expérimenté, moins blasé, moins habitué aux procédures militaires, et permet donc de ce fait aux trois autres, et surtout au commandant, de faire étalage verbal de leurs compétences. Il est trois choses, le plus jeune, le plus gentil et le plus mignon. Les auteurs ont dû juger que ces trois caractéristiques étaient sous-exploitées, donc les épisodes tardifs ont tendance à les exagérer toutes les trois. Sa jeunesse, c'est le film, pourtant situé dans la continuité des films qui met l'accent dessus. En faisant du petit gars, traduit soldat, comme on l'a dit, une sorte d'enfant de type celui qui cherche à prendre son envol. C'est lié au fait que dans cette continuité, les pingouins ont grandi ensemble et vu naître le petit gars. Ce n'est pas le cas dans la série, on y reviendra. La série également accentue sa jeunesse dans ces épisodes tardifs, en creusant le différentiel de compétences entre lui et les autres. Mais en effet, ce que la série a le plus tendance à exagérer, c'est sa gentillesse. On lui invente une passion pour un dessin animé, les Licornes de Lune, dont la popularité parodie celle de My Little Pony, Les Amis c'est magique. Il tire de sa passion pour ce dessin animé des maximes idéalistes et roses bonbons qui sont parfois la solution du problème du jour, mais suscitent surtout le rejet et la moquerie des trois autres. Le problème, c'est que ça en fait un personnage caricatural. Comme dit précédemment, c'est une tendance courante dans les séries animées de réduire progressivement un personnage nuancé à une caractéristique poussée à l'excès. Sur TV Trop, ce phénomène porte le nom de flandérisation, du nom de Ned Flanders dans Les Simpsons qui a subi ce type de transformation. On peut citer l'exemple cher à notre cœur de Odd dans Code Lyoko, qui débute la série en étant simplement plus jovial que les autres et un peu plus étrange physiquement, et qui devient progressivement un personnage franchement comique au fil des saisons 2 et 3. En fait, on dirait que les auteurs de séries n'aiment pas la neutralité. Les personnages sont initialement conçus de manière équilibrée parce que c'est comme ça que ça vient spontanément lors de l'écriture des premiers épisodes, mais ensuite ils se sentent obligés de trouver dans ces personnages des filons à exploiter et se retrouvent à les radicaliser. C'est ce qui arrive au petit gars, un peu à Kowalski qui en est préservé parce qu'il est de base une caricature, et au commandant. Je tiens à souligner, histoire d'avoir fait le tour du sujet de la flandérisation, qu'il y a des séries qui font volontairement le chemin inverse. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la famille de la jungle et des Arnold qui essaient de donner de la profondeur à des personnages qui débutent en étant caricaturaux afin de les rendre plus sympathiques. On pourrait également citer, comme on l'a fait dans un top 10, Sokka d'Avatar le dernier maître de l'air, qui gagne à partir de la saison 2 une profondeur qui était seulement en gestation dans la saison 1. Il y a bien sûr l'exemple le plus évident de Zuko également. C'est un chemin que suit également la cour de récré et c'est bien d'évoquer cet exemple, car il y a une similitude étrange entre cette série et les pingouins de Madagascar. De la même manière que Gus a dans la cour de récré un passé secret de champion de balle aux prisonniers sous le nom d'El Diablo, le petit gars a lui aussi un passé secret de champion de mini-golf sous le nom de Mr. Tux. Notons que rien que ça rend difficile d'imaginer que les quatre pingouins se connaissent depuis l'enfance. Et des réticences, semblables à celles de Gus, à redevenir Mr. Tux pour gagner un match de mini-golf pour sauver ses amis. C'est une situation très similaire. Les pingouins de Madagascar se sont peut-être inspirés de la cour de récré, ou bien les deux sont des parodies du même film qu'on connaît pas. Mais le mini-golf n'est pas le seul talent caché du petit gars. Comme dit précédemment, il est aussi le plus mignon des pingouins. À tel point que, même s'ils sont tous capables d'attendrir le public du zoo avec leurs attitudes, seul le petit gars possède le pouvoir de faire apparaître au-dessus de lui un mini arc-en-ciel et de faire tomber ceux qui le regardent dans les pommes, même Alice. Mais ce pouvoir est dangereux, et il jure, dans l'épisode où il le découvre, de ne plus jamais l'utiliser. En pratique, il l'utilisera quand même une ou deux fois, mais rappellera qu'il préfère ne pas s'en servir. Cette mignonitude est aussi un élément clé dans le film Les Pingouins. Je
pense qu'on en a fini avec le petit gars. Passons à Kowalski. Kowalski est à la base, comme Rico, un ensemble de gimmicks tirés du film. En mission, il sert à présenter un état de la situation sur demande du commandant et à lister des options qu'il illustre par des dessins sur son carnet vu qu'il ne sait pas lire. D'où est-ce qu'il le sort son carnet? De ses poches. D'où est-ce que t'as sorti ces sardines? De ma poche. C'est également de là qu'il sort son boulier. Oui, il compte avec un boulier. On dirait que les auteurs ont pris très au sérieux l'idée que les pingouins ne savent pas lire dans le cas de Kowalski, et ont fait des efforts pour lui faire contourner ce problème le plus possible. Le fait qu'il soit capable de faire de la super science de comics s'est installé assez tôt, mais ça ne se met à jouer un rôle important que dans un deuxième temps. On l'a déjà un peu dit, mais les premiers épisodes se centrent généralement sur un problème rencontré par les animaux du zoo, généralement lié au roi Julian et à ses lémuriens, que les pingouins devront résoudre. Tandis que dans les épisodes plus tardifs, il est beaucoup plus fréquent que le problème à résoudre soit lié à un dysfonctionnement ou conséquences cataclysmiques d'une machine de Kowalski. Cet élément tardif arrive un peu de concert avec une sorte d'antagonisme passif-agressif étrange entre Kowalski et le commandant. Rappelons que la caractérisation des personnages change un peu au fil des épisodes. Le commandant devient un peu plus con qu'il ne l'est dans les premiers épisodes et plus méfiant envers les inventions de Kowalski, et Kowalski devient plus défiant envers le commandant. C'est peut-être à cause de Doris. Doris ? Oui, un élément qui est introduit dès les premiers épisodes, par contre, et qui ne vient pas du film, c'est que Kowalski est amoureux d'une certaine Doris, qui est un dauphin, de manière non réciproque. Elle t'aime pas comme t'aimerais. Elle fait partie des quelques évocations récurrentes de la série et des sous-intrigues susmentionnées qui finissent par trouver une conclusion. Doris n'est pas le seul dauphin de la série. Le Dr Blowhole, un super vilain façon méchant de James Bond et un ennemi récurrent des pingouins, en est un aussi. A noter que dans la série du Roi Julian, les dauphins n'ont pas du tout le même look que dans la série Les Pingouins, et que dans la série du Roi Julian, les dauphins sont des nazis, littéralement, les requins étant les juifs. Ils ont appelé leur projet la solution aquatique. Où nous amène cette digression? C'est histoire de dire que ces deux séries ne font pas vraiment d'efforts pour donner l'impression de faire partie d'un univers partagé, même indépendamment de la question des différences de continuité. À titre de comparaison, la loi de Milo-Murphy fait davantage de liens avec Phineas et Ferb. Ce sont deux approches radicalement différentes du spin-off. Mais je te retourne la question. Quel rapport entre Doris et le fait qu'il y a un antagonisme entre Kowalski et le commandant dans les épisodes tardifs? Eh bien, dans un épisode, on découvre que le commandant aussi fantasme sur Doris, voire entretient une liaison avec elle. Non, Doris, Kowalski ne doit jamais le savoir. Ce n'est jamais réévoqué, mais peut-être que Kowalski s'en est rendu compte et qu'il y a une rivalité implicite entre les deux à cause de ça. Le commandant est peut-être la principale victime de la flandérisation des personnages de la série. Elle est certes plus flagrante dans le cas du petit gars, mais elle modifie plus radicalement le ton général des épisodes dans celui du commandant. Car le commandant est en fait le personnage principal. Sa compétence de chef est indiscutable dans les premiers épisodes. C'est lui qui personnifie le décalage entre l'allure mignonne et inoffensive des pingouins et le fait que ce sont des soldats d'élite. Et ce décalage fonctionne mieux tant que son style hyper-militariste n'est pas explicitement présenté comme un défaut. Or, les épisodes tardifs mettent un léger accent sur le fait que le commandant est un peu con parce que c'est un militaire. Ça se manifeste principalement par ses conflits verbaux avec Kowalski, mais aussi par son rôle dans l'épisode métaphorique sur le réchauffement de la planète, c'est lui qui joue le rôle du climato-sceptique, et son rôle dans ce que je qualifierais d'épisode de fille, faute de mieux. Bon, concrètement, l'intrigue de cet épisode, c'est que suite à une série d'erreurs techniques, le commandant croit découvrir qu'il est en réalité une femelle manchot et non pas un mâle comme les trois autres. Le spectateur est amené à y croire aussi d'ailleurs. Il passe l'épisode à adopter un comportement féminin stéréotypé, sous l'œil dubitatif de Marlène. C'est un peu con-con, mais c'est plutôt second degré et bon enfant. La morale est qu'on peut être féminine et badass. On a eu l'occasion de dire que dans ce registre, Dilbert avait un message plus ambigu. Je préfère retenir du commandant sa caractérisation initiale. D'autant plus qu'en fin de compte, malgré les égarements susmentionnés, le commandant reste grosso modo le même personnage jusqu'au bout. C'est un vétéran qui sait tout ce qu'il faut savoir sur la guerre, sur l'espionnage, sur la stratégie, sur les armes. Il a un passé aussi glorieux que douloureux, car il a vécu l'expérience traumatisante de perdre ses précédents compagnons d'armes, Manfredi et Johnson. Ah, Manfredi et Johnson. Parlons-en de Manfredi et Johnson. Non, sérieusement, parlons-en, la série tient énormément à en parler, elle. C'est un gag récurrent. Un gag verbal récurrent, comme il y en a plusieurs dans la série. Dans la même veine, on peut citer le gag du Danemark sur lequel on reviendra, et le gag de la voiture. Manfredi et Johnson... Attends, tu peux pas mentionner le gag de la voiture sans expliquer ce que c'est. C'est quoi le gag de la voiture? Une démonstration vaut mieux qu'une explication. Oh non, ma voiture! La voiture! La voiture! Voilà, c'est juste ça le gag de la voiture. C'est le même gag que le gag des choux dans Avatar. Manfredi et Johnson, c'est du même ordre. C'est une allusion qui revient dans les dialogues. Le problème... Les piranhas ne volent pas, je te signale. C'est exactement ce que Manfredi et Johnson disaient là-bas, en Équateur. De leur dépouille, il n'en est rien resté, si ce n'est une petite cuillère. Je voulais juste dire qu'on avait déjà 14 sorties de secours. C'est pas suffisant? Manfredi et Johnson le croyaient aussi.
Ça leur a valu de rentrer chez eux dans une enveloppe en papier craft. Pose la question aux soldats Manfredi et Johnson. Oh, tu pourras pas. Parce qu'ils ont explosé tous les deux à cause d'un faux pied d'éléphant. Rappelez-vous l'affaire avec Manfredi et Johnson. Votre ordre, c'était de les envelopper d'affection. Et on avait entendu que le début. C'est qu'on donne 42 versions de leur mort. À ce stade, on se pose des questions. Et au final, vous savez le pire, c'est qu'on découvre qu'ils sont même pas morts. Ça fait partie de ces pseudo-sous-intrigues que la série s'est sentie obligée de résoudre pour ne pas trop frustrer le spectateur. Comme celle du Danemark. Bah tu dis rien? J'attends les extraits. Bah non, on peut pas juste mentionner l'histoire du Danemark et mettre des extraits. Une explication vaut mieux qu'une démonstration. C'est évident. Le commandant, donc, est un vétéran. Il a vécu de nombreuses aventures avant de se retrouver aux eaux de Central Park. L'une d'entre elles a eu pour conséquence qu'il ne peut plus mettre un pied au Danemark. C'est un gag verbal récurrent. Ta faute a fait de moi au Danemark l'ennemi public numéro 1. Et aussi une de ces sous-intrigues que la série décide d'explorer vers la fin pour ne pas frustrer le spectateur. Donc on sait que l'incident en question implique un sandwich. Je crois que l'idée générale, c'est que le commandant a empilé l'un sur l'autre 2 sandwichs danois, c'est-à-dire 2 tartines, pour en faire un sandwich à l'américaine, et que c'est quasiment un casus belli aux yeux des Danois. Mais plus sérieusement... Si tant est que ce soit judicieux de prendre cette série au sérieux... Outre le point que ça prouve encore une fois que les pingouins n'ont pas pu grandir ensemble comme dans leur film, ça pose la question des rapports qu'entretiennent les animaux avec les humains dans la série. En fait, les Danois, les humains danois, ont explicitement conscience qu'un ennemi de leur nation est un manchot super entraîné. Ce n'est pas un cas isolé. Au cours de la série, de plus en plus d'humains prennent conscience des activités des animaux. Et les pingouins ont même parmi leurs ennemis récurrents un humain, X, qui est le seul New-Yorkais à voir totalement les pingouins pour ce qu'ils sont et qui perd son emploi d'agent de contrôle des animaux à cause de son obsession pour notre quatuor d'élite. C'est utile de préciser ça, car si les films Madagascar ont une approche semblable des interactions entre les humains et les animaux, la série du roi Julian, elle, fait vivre les animaux et les humains dans des mondes presque séparés. Mais ça, on l'a déjà dit. Je dis presque, parce qu'on sait que les dauphins, qui je le rappelle sont des nazis dans la série du roi Julian, interagissent avec les humains hors cadre. C'est difficile de comprendre ce que les auteurs entendent par Madagascar, car pour autant qu'on puisse en juger, l'île sur laquelle vit le roi Julian est en forme de guitare au lieu d'être en forme de sabot comme la vraie Madagascar, et semble totalement dépourvue d'humains. Les auteurs croient que Madagascar est une île déserte? Ben, dans un épisode des pingouins, ils ont l'air d'ignorer que les 3 mousquetaires sont 4. Nous 4, on est comme les 3 mousquetaires. Mis à part qu'on est 4 et pas 3. Oh tiens, je croyais qu'ils étaient 5. Après, dans l'univers de la série du roi Julian, l'URSS existe toujours dans le présent et la Russie est rayée de la carte en cours de série suite à un accident nucléaire indirectement causé par les dauphins. Ça fait un drôle d'effet de regarder cette série en 2022 comme nous l'avons fait. Cessons cette digression. Oui. L'absence remarquable des humains dans la série du roi Julian est amusante parce qu'à contrario, c'est justement dans cette série que les animaux savent lire et écrire. Bon, cela dit, dans la série des pingouins, l'ennemi principal du commandant dans le cadre de la sous-intrigue du Danemark est un macaron, pas un humain. La plupart des méchants récurrents sont des animaux en fait. On a cité l'écureuil rouge, on peut citer entre autres Savio le boa, le chef des rats qu'une expérience scientifique a rendu très gros et très musclé, l'ennemi personnel du petit gars dans son rôle de Mr. Tux, et d'autres. Une partie de ces méchants écope de la pire punition imaginable lorsqu'ils sont vaincus par les pingouins. Ils sont expédiés au zoo d'Hoboken. Je sais pas du tout pourquoi c'est grave en fait. Ouais. C'est l'ennui avec les séries américaines, c'est que des fois, il y a des références qui se perdent. Le problème avec Hoboken doit être tout à fait évident aux yeux d'un Américain, car ce gag n'est pas spécifique des pingouins de Madagascar. Bugs Bunny l'a déjà fait. Hoboken! Oh! L'hypercompétence du commandant est comique en elle-même, mais la série renforce le gag en lui donnant une phobie des piqûres, qui contraste avec le fait qu'il n'a généralement peur de rien mais n'entre en ligne de compte que dans quelques épisodes, et en lui donnant une dynamique d'Auguste et de clown blanc avec Julian, le roi des lémuriens. Dans Madagascar, les lémuriens et les pingouins n'interagissent pas, ce sont 2 éléments comiques séparés. Ainsi, le trio de lémuriens introduit dans le film est déjà un trio de clowns. Avec le roi Julian qui est l'Auguste, le clown comique, Maurice son conseiller qui est le clown blanc sérieux et Dean qui offre un contraste drôle avec l'Auguste, et Morty qui est le contre-pitre, la mascotte maladroite. Donc, dans la série Les Pingouins de Madagascar, Maurice fait double emploi avec le commandant en tant que clown blanc. La série essaye tout de même d'utiliser Maurice dans le rôle du sérieux métimoré qui essaye de ménager la chèvre et le chou entre Julian et le reste du zoo. Il n'a pas les compétences des pingouins pour tout ce qui est conception de stratégies compliquées pour trouver des solutions musclées aux problèmes graves, et donc parvient à conserver son propre style. Mais parlons plutôt de Julian. Doublé par Sacha Baron Cohen en VO dans le film, il a en anglais un très fort accent qui ne conserve que très légèrement en français. Mais combiné à son élocution nerveuse et son style rhétorique pseudo-soutenu, ça donne un effet très amusant. Bon, très bien. Or donc, mon royalissime plan vient de s'imposer à ma boîte crânienne. Même si dans certains cas, ça peut prêter à confusion. Ô esprit de la nuit,
Si vous mordez, c'est cuit. Le roi Julian se prend pour le roi du zoo et impose ses caprices au monde entier. Et vu qu'il est encore plus insupportable quand on lui résiste que quand on lui cède souvent. C'est source de problème. Mais on ne peut pas tenir longtemps avec un personnage important totalement antipathique. Le spectateur se lasserait et se mettrait à prier pour qu'on expulse l'emmerdeur du scénario à grand renfort de coups de pied au cul. Plutôt que de faire ça, la mise en scène donne au roi Julian des qualités qui le rendent appréciable. D'abord, c'est pas réellement un imbécile. Certes, il sait pas ce que c'est qu'un appareil photo, se croit l'élu des esprits du ciel envers et contre les évidences, est incapable de reconnaître une situation dangereuse quand il y est confronté. Bon, d'accord, si, c'est un imbécile. Mais il n'en a pas moins une certaine subtilité. En fait, le truc, c'est qu'il est sans filtre. Et c'est pour ça qu'il dit assez souvent des trucs intelligents. Ils essaient de se faire un bisou, mais ils n'ont que des becs, alors ça fait ploc. Dans tes dents, Chicken Run! Ensuite, on installe assez rapidement une dynamique de vérité fausse numéro 2 entre le commandant et le roi Julian, que le commandant appelle semi-affectueusement querellé. Leur rivalité est source de péripéties, de gags, et comme ces gags sont plutôt drôles dans l'ensemble, on tolère très bien que le roi Julian sorte parfois victorieux des intrigues des épisodes, même si le scénariste l'a décidé un peu arbitrairement. Il est temps de parler du principal gimmick des Lémuriens. Il danse. Il danse. Pourquoi il danse? Je sais pas. On sait pas. Nous avons commencé la franchise avec les pingouins de Madagascar. Nous pensions que certains éléments un peu étranges de la série nous seraient expliqués dans le film Madagascar. Et en fait, globalement, non. Le film introduit les deux chimpanzés, les pingouins et les lémuriens, mais n'explique absolument pas quel est le délire entre les lémuriens et la danse. Les héros du film rencontrent les lémuriens alors qu'ils sont en pleine rave party, et donc on rencontre Julian dans un rôle de roi danseur, mais on ne nous fournit pas d'explication. L'explication, entre guillemets, arrivera dans la série du roi Julian. Cette série du roi Julian, nous l'avons abordée avec beaucoup de méfiance et n'avions l'intention que d'en regarder quelques épisodes. Nous avons été très agréablement surpris et avons regardé la totalité de la série. Nous redoutions que la série soit glauque, déprimante et pas drôle. Le roi Julian dans les pingouins de Madagascar marche en tant que ressort comique parce qu'il est mis en contraste avec le commandant. Nous nous disions que Maurice ne suffirait pas forcément à remplir le même rôle car il est statutairement subordonné à Julian. Surtout, le fait qu'il soit roi fonctionne parce que, en se prenant à tort pour le souverain du zoo, il est largement inoffensif. Les gardiens du zoo s'occupent des animaux, qui peuvent donc l'ignorer poliment et vivre leur vie à l'abri de ses fantaisies. Mais à Madagascar, dans sa propre série, il est réellement le roi des Lémuriens, et son peuple dépend réellement de lui. Vu ce qu'il est dans la série des pingouins, cette perspective est terrifiante. Or, nous l'avons dit, son rôle dans le film consiste à vouloir profiter de la présence d'Alex le lion pour intimider les Foussas et les éloigner du territoire des Lémuriens. Ça tourne très mal car Julian n'avait pas prévu que le lion serait un prédateur pire que les Foussas, mais sur le principe, c'était pas idiot. Et en fait, voilà, dans sa série, le roi Julian est plutôt un bon roi. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Au début de la série, qui se présente donc comme une préquelle au film, Julian succède à son oncle Julian XII pour devenir le roi Julian XIII. L'oncle Julian était plus ou moins un tyran. On découvre l'ampleur de ses crimes au fil de la série, mais initialement il impose à son peuple un style de vie misérable et déprimant par crainte des Foussas. Alerté qu'une prophétie prévoit que le roi des Lémuriens sera mangé par les Foussas à une date précise, il fait monter son neveu sur le trône dans le but d'arnaquer le destin, de livrer notre héros en pâture aux Foussas et de revenir réclamer la couronne une fois la prophétie accomplie. Mais Julian XIII survit et reste roi. Julian n'aime rien plus que faire la fête jusqu'à pas d'heure. Une fois roi, toute sa politique a pour but de faire de son royaume une immense ère de divertissement. Il le fait parce que c'est sa passion dans la vie, il le fait principalement pour lui-même, et il néglige ses devoirs royaux quand il les juge trop contraignants, mais il se trouve que cette façon fantasque de gouverner rend son peuple heureux. Les seules personnes qui ont l'idée de se révolter contre lui en ont l'idée parce que c'est lui-même qui la leur a donnée. Quand les choses tournent mal, il est toujours prêt à donner de sa personne, voire à sacrifier pour ses sujets. Les décisions qu'il prend au cours de la série ont souvent des conséquences désastreuses, car Julian n'est quand même pas très fut-fut, et il n'écoute pas les objections de son conseiller, et ses idées sont parfois motivées par son orgueil ou d'autres considérations purement égoïstes. Mais elles partent souvent d'un bon sentiment et d'un désir sincère d'améliorer la vie de son peuple. Par exemple, pour créer une cohésion nationale entre les habitants de son royaume, il décide de déclarer la guerre aux papillons, pour que son peuple s'unisse contre un ennemi facile à vaincre et soit heureux. Ça tourne mal parce que, évidemment que déclarer la guerre ne peut que mal tourner, et qu'en plus les papillons sont très puissants et n'attendaient qu'une provocation de ce genre pour conquérir Madagascar. Mais il n'empêche, ce que Julian a fait, il l'a réellement fait pour son peuple. Ça a quelque chose de touchant. En fin de compte, Julian est le meilleur roi que les Lémuriens aient jamais eu. Et dans cette série semi à suivre avec des arcs narratifs filés, on est réellement de son côté, et on veut le voir triompher de ses adversaires, que ce soit son oncle maléfique, son ancêtre encore plus maléfique, son arc-ennemi, la reine des Foussas, dont l'origine story ressemble à une parodie de celle de Michael dans Stargate Atlantis, le perfide ambassadeur des crocodiles, le terrible roi des lémurs des montagnes ou autre. Lémurs ? Oui, nous disons Lémuriens, la série dit Lémurs. D'ailleurs, le titre de la série, c'est Roi Julian, l'élu des Lémurs.
Sans doute la même tendance que pour les pingouins à essayer de coller le plus possible phonétiquement à la VO. C'est une bonne occasion de dire d'ailleurs que dès le film, il est clair que la tribu du roi Julian comporte plusieurs espèces différentes. Julian est un makikata, Maurice se révèle être en fait un aïe très poilu. Quant à Morty, je sais pas. C'est pas forcément pertinent de chercher à déterminer l'espèce de Morty. Il est clairement anormal. Dans la série Les Pingouins de Madagascar, il est, avec Maurice, le seul lémurien à avoir quitté Madagascar pour accompagner le roi Julian à New York. C'est parce qu'il est très fan du roi Julian et surtout parce qu'il est fétichiste des pieds, en particulier ceux du roi. Oui, vraiment, c'est ça, c'est pas une interprétation, c'est vraiment ça. On a un fétichiste des pieds dans une série pour enfants. Malheureusement, le roi Julian a horreur de ça et repousse toujours violemment Morty, qui ne se laisse jamais décourager. Le gag de base, c'est qu'il est tout mignon mais qu'il se fait martyriser, il y a un côté Happy Tree Friends quelque part. Tout au long de la série, il est l'objet de gags et d'intrigues qui fonctionnent sur la même idée, le contraste avec son apparence mignonne. On est un peu déboussolé par ce personnage quand on commence par la série des pingouins. On se dit que son comportement étrange doit être expliqué ou introduit dans le film. Et en fait, pas du tout. Oh, le fait que le roi n'aime pas que Morty lui touche les pieds est introduit. Mais dans le film, à part que c'est lié au stress d'une attaque de Foussa, Morty fait ça sans raison. Dans le 2 et le film Les Pingouins de Madagascar, il a un rôle mineur plus semblable à ce que la série Les Pingouins lui fait faire. Il est assez évident que Morty ne peut pas être réellement un enfant comme son chara-design tend à en donner l'impression. Donc la série du roi Julian assume à fond son côté enfant monstre et même l'exacerbe. Elle fournit quelques explications à pourquoi il est comme ça, mais... Disons que Roi Julian l'élu des lémurs est une série vraiment très surprenante dans l'extravagance qu'elle se permet. C'est cependant, comme on l'a déjà dit, une série qui se prend beaucoup plus au sérieux que celle des pingouins. Sur la forme comme sur le fond. Les épisodes des pingouins se terminent souvent de manière abrupte par un gag, et donc ne proposent pas de message ou de conclusion à retirer des événements, quitte même à laisser des choses ambiguës. Ceux de Julian ont une structure plus classique, même s'ils ont un déroulement souvent tout aussi loufoque, et proposent pas mal de métaphores politiques, notamment sur le contrôle des armes à feu ou celui de l'immigration. C'est assez audacieux et engagé. Ça a un côté un peu cynique aussi. Tout se finit généralement bien pour les lémuriens, mais c'est pas grâce à eux. Soit dit entre parenthèses, on ne va pas présenter les personnages secondaires, mais même s'ils sont attachants au final, c'est vraiment des sales cons. Par exemple, quand un ancien roi, Julian le Terrible, revient prendre le pouvoir, notre bon roi Julian essaye de contrer la démagogie de son ancêtre avec sa sincérité et son bilan politique, qui, rappelons-le, n'est pas mauvais. Mais les lémurs, qui sont cons, choisissent le Terrible à une écrasante majorité. Donc le royaume est condamné. Mais par pur hasard, Julian le Terrible est foudroyé et meurt. Tout finit bien pour les lémuriens, mais on garde à l'esprit que le peuple a choisi le despote. L'écriture des dialogues cherche plus souvent que les pingouins à être émouvante, notamment en créant une affection sincère et réciproque entre Julian et Maurice qui n'existe pas vraiment dans le reste de la franchise, ou alors de manière beaucoup plus superficielle. J'adore comment la VF utilise le tutoiement et le vouvoiement pour mettre en scène le rapport particulier qu'a Maurice au roi. Votre Majesté, allez, lève-toi. Tu n'es pas malade, tu as une grosse journée aujourd'hui. Votre Majesté, je crains qu'on ne se moque de toi. La nature exacte de leur relation est l'objet de Redcon, donc on s'y attardera pas. Mais disons qu'il y a une amitié réelle dès le départ entre Maurice et Julian. Une telle amitié ne se met en place que progressivement entre le roi et le personnage inventé pour la série, Clover. Clover est la garde du corps, la responsable de la sécurité et la chef des armées du royaume, c'est-à-dire le seul lémur qui sache se battre. La série n'est pas toujours au clair sur si elle est réellement aussi badass qu'elle le croit ou si elle se surestime. Cette ambiguïté est dommageable, en particulier dans l'arc feuilletonnant du roi Julian en exil. Peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est très militariste, nous craignons qu'elle soit un commandant light, mais heureusement sa subordination à Julian rend leur dynamique assez différente, et qu'à ses heures perdues, elle écrit des romans d'heroic fantasy la mettant en scène dans Self-Insert Marisu sous le nom de Duncan McLemure. Elle a également, entre autres choses qu'on n'abordera pas parce que ce serait trop long, une intrigue romantique suivie qui n'est pas très convaincante, mais qui est ce que la série veut qu'on retienne d'elle en fin de compte. Oui, car autant la franchise en général ne fait aucun effort pour donner l'impression de former un univers partagé, autant la série Julian fait un effort tout à fait rigoureux et tout à fait particulier pour se raccorder avec Madagascar. Ça implique deux choses. Que les intrigues secondaires introduites dans la série Julian soient toutes résolues à la fin, c'est le cas, et, c'est à mon sens une erreur objective de Star Wars de ne pas l'avoir fait, peu importe si c'est bien exécuté, faire disparaître le personnage qui n'est pas dans le film. Donc, dans le dernier épisode, Clover s'en va effectivement. Et même si son intrigue romantique qui conduit à son départ, disons-le de but en blanc, la fête à laquelle Alex assiste dans le film est en fait la suite de la célébration de son mariage après son départ du royaume, n'est pas très convaincante, et c'est pour ça que nous nous permettons de la spoiler, les adieux entre elle et Julian, eux, sont réellement émouvants. Introduits pour un gag, mais émouvants, et permettent de terminer la série et boucler la franchise sur une bonne impression. Bon après, il y a A Little While qui raconte... Ça compte pas!
La franchise Madagascar, c'est clairement pas du tout bon. Mais l'ensemble gagne à être connu. C'est une belle expérience globale de visionnage parce qu'ils ont su partir très loin dans les 3 directions qu'ils ont choisi d'explorer. Celle des 4 animaux fugitifs, celle des lémuriens et celle des pingouins. Celle des pingouins était évidemment la plus porteuse, et la série des pingouins, déconnectée du reste, fonctionne très bien comme série animée comique sans prétention. Qu'on choisisse de la considérer comme un volet d'une franchise bancale mais fascinante, ou simplement comme une expérience humoristique autonome avec des manchots surentraînés qui combattent des animaux super vilains et des humains fous furieux dans un zoo pour protéger leurs amis ou manger du poisson, les pingouins de Madagascar méritent qu'on s'en souvienne.